Europe 1. C'est le grand direct des médias. Thomas Joubert. Il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, on apprenait la disparition de Jean-Luc Delarue. L'animateur nous quittait à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer du péritoine. L'animateur et homme d'affaires a vraiment marqué la télévision des années 90 et 2000 et il a laissé une trace dans la mémoire des téléspectateurs. À l'occasion des 4 ans de sa mort, D8 rediffusera demain soir à 21h le portrait que lui a consacré le journaliste Christophe Janin, qui était un proche collaborateur de Jean-Luc Delarue. Et Christophe Janin est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas. On connaît bien votre voix parce qu'on vous entendait régulièrement dans les reportages des émissions de Jean-Luc Delarue, notamment dans Ça se discute. 4 ans après la disparition de Jean-Luc Delarue, vous pensez encore à lui régulièrement? Tout le temps. Il hante mes rêves même parfois. Je ne sais pas pourquoi. Non, on y pense tout le temps parce qu'il a été une telle référence, il nous a tellement influencé tout le temps dans notre travail au quotidien qu'on est un peu marqué au fer rouge en fait. Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qui vous a laissé? Raconter des histoires avec des choses ordinaires, voilà, et faire parler les émotions essentiellement. Ça a été sa marque de fabrique. C'était ça, bien sûr. C'est ce qu'il a amené à la télévision. Avant, il y avait Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes, qui avait un peu déblayé le terrain en matière de témoignages. Mais lui, il a amené cette intimité-là, cette relation très particulière qu'il avait avec les témoins qu'il recevait sur le plateau. Et je pense que j'ai du mal à retrouver ça encore aujourd'hui, depuis qu'il a disparu. Je ne trouve pas un autre animateur comme lui. C'est ce qui est un petit peu dit dans le film, je trouve qu'il n'a pas été remplacé. Mais même les émissions de témoignages en plateau, elles se font de plus en plus rares, parce que maintenant on a plutôt tendance à sortir des studios et à aller suivre des gens dans des situations parfois complètement fabriquées, parce que quand on voit les émissions comme Tellement Vrai ou ce genre de choses, ça c'est vrai que ça a beaucoup changé. Oui, c'est une tendance maintenant, la télévision a évolué en fait, tout simplement. Ça a été quand même, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, il y en a eu beaucoup des émissions de témoignages, du talk show, etc. Donc il y a eu une petite usure qui s'est installée. Et les gens ont eu, en plus il y a eu la télévision réalité qui est arrivée, le Loft, la Star Academy, et ça a tout doucement pris la place en fait, et c'est une nouvelle envie, j'imagine, des téléspectateurs qui étaient un peu lassés de voir des gens en plateau. Mais la force de Jean-Luc Delarue, c'était aussi d'avoir fait de ces émissions de témoignages des concepts, parce que Ça se discute, c'était un concept, c'est mon choix aussi qui avait été décliné. Oui, Star à domicile aussi. C'était une époque, et c'est ce que raconte un peu le documentaire. On raconte Jean-Luc Delarue, mais aussi une période des animateurs, producteurs stars, qui, à l'époque, il n'y avait pas les formats. Ce qu'on appelle les formats aujourd'hui, c'est toutes ces émissions dont on achète le concept à l'étranger, qu'on adapte pour la France. On inventait plus. On inventait plus, il y avait de la création. Alors votre documentaire, Christophe Janin, que j'avais vu au moment de la première diffusion, est beaucoup apprécié, est très riche en images, très riche en témoignages, puisque vous avez notamment interrogé la maman de Jean-Luc Delarue, qui parlait pour la première fois depuis sa disparition. Oui, elle a toujours voulu garder le silence parce que c'était une vraie blessure pour elle et que c'est quelqu'un de plutôt réservé et qui préfère rester en dehors du monde des médias. Et puis elle en avait un petit peu marre de voir que chaque fois qu'on évoquait le nom de Jean-Luc Delarue, c'était toujours associé aux faits divers, à la drogue, à l'alcool, etc. Et elle et les frères de Jean-Luc Delarue aussi d'ailleurs avaient envie Thomas et David, tout à fait, et Philippe aussi, avaient envie d'avoir autre chose, d'entendre une autre histoire en fait, et de laisser une trace quelque part où il y ait un portrait le plus honnête possible. En revanche, ce qui n'est pas tellement abordé dans le documentaire, vous allez sans doute nous expliquer pourquoi, c'est la lutte pour sa succession, avec clairement 2 camps qui se sont affrontés au moment de sa mort, celui de la mère de son fils et celui de sa femme, Anissa. Vous n'avez pas voulu aller sur ce terrain-là? Ah non, puis dès le départ, ça. On était d'accord avec les gens de Réservoir Prod qui produisent le documentaire. On était d'accord sur ce point-là. On voulait raconter la vie de Jean-Luc Delarue. Après sa disparition, c'est une autre histoire. D'abord, on a un documentaire qui dure 2 heures. C'est beaucoup, c'est riche, c'est dense. Parler de ça, c'était très compliqué, d'autant plus qu'il y a encore 1 an, c'était encore très touchy, entre guillemets. Encore sur le terrain judiciaire, c'est vrai. Oui, donc c'est très difficile de démêler le vrai du faux et d'apporter une histoire, enfin un point de vue juste sur les affaires. Donc moi, dès le départ, on n'abordera pas ça. Et se consacrer donc à la carrière de Jean-Luc Delarue à la télévision, et puis aussi à tous les aspects de sa personnalité. Il était présentateur, producteur à la télé, homme d'affaires. Puis il y avait l'homme tout court aussi, qui il était. C'était quand même un personnage très complexe. Oui, difficile à travailler aussi au quotidien, mais parce que parce que très colérique. Oui, très colérique. Puis il avait une telle exigence vis-à-vis de lui-même qu'il appliquait cette exigence sur les autres aussi. Donc il fallait être au diapason de son humeur, de ce qu'il voulait. Il réfléchissait extrêmement vite. Donc il ne tolérait pas l'incompétence. Donc oui, parfois c'était tendu et c'était difficile, à travailler au quotidien. Mais en même temps, il nous emmenait. C'est une locomotive. Donc voilà. Et puis il avait une face cachée, on le sait tous, depuis que ses problèmes de drogue avaient été rendus publics.
Exact. Vous l'abordez aussi dans le documentaire. Ah oui, puis ça, c'est dès le départ aussi, avec les gens de Réservoir Prod, c'était clair qu'il fallait aborder absolument ce sujet-là, qu'il fallait pas le taire, qu'il fallait en parler avec le plus de transparence possible. Donc oui, ça c'est surtout les dernières années de sa vie, les 3-4 dernières années où ça a été très compliqué. Oui. Comment vous expliquez d'ailleurs que malgré ces problèmes de drogue, je disais, qui ont été rendus publics avec cette arrestation spectaculaire, on avait tous vu les photos, comment vous expliquez que le public finalement ne l'a pas lâché? Pourquoi on ne lui a pas tenu rigueur de cette face cachée? Ça aurait pu être le cas à un moment. Parce que je pense que même les gens qui le connaissaient, il avait une hypersensibilité, Jean-Luc Delarue, je pense qu'il transparaissait à travers sa façon d'être et qu'on voyait les fêlures, les blessures et qu'on lui pardonnait quelque part de s'être réfugié dans l'alcool ou la drogue, tout simplement. Vous êtes toujours en contact avec les équipes historiques de Réservoir, celles qui entouraient Jean-Luc Delarue à l'époque? Bien sûr, on a travaillé ensemble de toute façon pour élaborer le documentaire. Oui, ce documentaire est produit par Réservoir Prod. Oui, bien sûr, toujours. Mhm. Et votre question? Est-ce que vous étiez toujours en contact avec ces équipes? Donc déjà, oui, bien sûr, première chose. Oui, bien sûr. Et est-ce que c'était une garde rapprochée qu'il y avait à l'époque autour de Jean-Luc Delarue? Oui, alors les gens ont un peu changé, mais ceux qui travaillent aujourd'hui à la tête de la direction de la boîte de production travaillent depuis des années et ont connu très très bien Jean-Luc Delarue. Ça fait, pour la plupart, ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent dans cette boîte de production. Donc oui, il y avait une garde rapprochée avec quelque chose d'assez fidèle. Ouais. Il arrivait à générer ça, cette fidélité des gens, malgré son côté impétueux et son tempérament difficile. On n'avait pas envie de le quitter, quoi. Et aujourd'hui, au-delà de l'héritage financier, il y a un héritage au sein de cette société de production Réservoir Prod qui lui a survécu? Oui, c'est d'abord le savoir-faire, tout simplement des émissions de témoignages. Ça n'a jamais quitté, je pense, c'est dans l'ADN même de cette boîte de production. Et tout le savoir-faire qui a été élaboré avec Jean-Luc Delarue, il est toujours en place. Hein. Donc, et qui se perd un peu d'ailleurs, puisque, comme vous le disiez, ce genre d'émission, il y en a de moins en moins. Donc ils sont dépositaires d'un savoir, oui. Il aurait aimé ce documentaire, à votre avis? Je me suis souvent posé la question. Je pense qu'il aurait été très gêné, très embarrassé, parce que c'est quelqu'un de très pudique et que j'aborde certaines choses dans le film. Je pense qu'il n'aurait pas trop apprécié, non, et de voir sa maman, ses frères parler, ça l'aurait dérangé. Il n'aurait pas été à l'aise. J'ai fait un documentaire pour les 10 ans de Ça se discute, où on racontait juste les coulisses de l'émission et les 10 années. Et déjà là, je le sentais se raidir dès qu'on parlait de lui, donc non, je pense qu'il n'aurait pas été très à l'aise. Jean-Luc Delarue, 4 ans déjà, ça repasse demain soir à 21h sur D8, réalisé par Christophe Jeannin, qui est notre invité ce matin sur Europe 1.